Bienvenue à tous dans ce débrief hebdo où on va voir ensemble que même si on a l'impression qu'il ne se passe pas grand chose sur les marchés depuis des semaines, il y a quand même des mouvements et c'est pas piqué des verres. Ouais, il se passe quand même des trucs. On va également parler d'élections. Alors très rapidement, vous inquiétez pas, c'est pas les élections en France ni les élections aux États-Unis qui arrivent, mais les élections au Japon. La Chine également qui est en train de mettre le paquet et les cryptos qui poussent. Et je vous propose ce dimanche de faire un format un peu différent de ce dont vous avez l'habitude. On va traiter plutôt classe d'actifs par zone géographique qui permettra d'enchaîner plus rapidement. Et nous allons également parler de stock picking sur certaines actions avec Rodolphe. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. Enfin, abonnez-vous bien avec la cloche activée, ce qui vous permet de recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui court. Pas qui court, qui arrive en cours de semaine. Nous avons toujours des indices américains qui poussent et qui sont proches de leur record historique, voire même qui ont inscrit des nouveaux records historiques après l'intervention de Jérôme Powell, la Fed, la semaine dernière, qui a fait une double baisse des taux, ce qui permet de rassurer un petit peu les marchés, de détendre tout ce qui se passe au niveau de l'emploi aux États-Unis parce que c'était plutôt tendu cet été, d'entraîner toujours un dollar américain avec une pression baissière, ce qui profite aux actifs risqués, notamment d'ailleurs ceux qui sont libellés en dollars, et le taux aux États-Unis à 10 ans en l'occurrence qui reste toujours sous les 4%, 3,80%. En tout cas au moment où je tourne la vidéo. Ce qui m'a permis sur l'indice SP500 de faire de petits achats intraday pour accompagner cette tendance horaire qui reste toujours haussière. Et puis en fin de semaine de faire plutôt une petite vente tranquille. Alors encore une fois au moment où je tourne la vidéo, la séance de vendredi aux États-Unis n'a même pas encore commencé. Mais ça n'empêche pas que sur le SP500, pour continuer avec celui-là, je n'ai toujours pas de signal baissier comme j'avais eu il y a 3 semaines, comme j'avais eu il y a 2 mois, ce qui m'avait permis d'accompagner ce mouvement baissier. Et oui, il y a très peu de volatilité, même en intraday, ce qui montre que le marché se cherche. Par contre, sous 5700 sur le SP500, et là, j'appuierai à nouveau pour réenclencher un plan swing vendeur. Ça s'est bien passé à 2 reprises, j'attends la 3e fois. En Europe, nous avons une pression baissière, en tout cas jusqu'à présent, et plus particulièrement sur le CAC 40. Et alors que sur l'indice allemand DAX, on est proche de la borne haute de ce rang dont il arrive toujours pas à s'extraire depuis le mois de mars, même si en fin de semaine, il essaye d'en sortir par le haut. Alors on va revenir sur le CAC 40, puisque je vous avais dit déjà dimanche dernier, en toute transparence, j'étais 2 tiers vendeur d'une exposition swing que je m'autorise. Alors qu'est-ce que ça veut dire 2 tiers vendeur? C'est tout simplement vous autoriser un nombre de lots sur un actif en particulier, en l'occurrence sur le CAC, ce qui vous permet de mesurer le risque maximal que vous êtes prêt à prendre, le potentiel aussi maximal, bien entendu, et de travailler avec plusieurs zones de prix, plusieurs niveaux, bref, ce qu'on appelle travailler une position et ce de manière progressive. C'est pas full vendeur, full acheteur, l'un ou l'autre, blanc ou noir systématiquement. Bref, l'indice CAC 40 est faible, justifié, ça je vous en avais parlé puisqu'on s'installait sous les 7700 points, on était sous les moyennes mobiles hebdomadaires, tout va bien, et puis d'un jour à l'autre, cette semaine, bam, il prend 2% direct dans la journée. Il s'installe au-dessus des 7700 points. Alors ça, c'est lié à quoi? C'est lié à la Chine qui lance un gros programme de relance économique, relance de la consommation, relance du marché immobilier qui est en PLS depuis maintenant des mois et depuis le Covid. Bref, on sort la planche à billets. Comme quoi, c'est pas si compliqué que ça de sortir de la merde. Pourquoi on fait pas ça chez nous aussi quand on est un peu en galère là, sur la planche à billets et puis on rembourse jamais, non? C'est pas mal ça. Ah, c'est prévu. D'accord, ok. Tout va bien là. Parce que oui, en fait, la Chine, depuis le Covid, parce qu'elle est restée en mode Covid comme ça pendant des mois, grosse crise de la consommation, il n'y a plus personne qui consommait, plus personne avait confiance, tout le monde avait peur, le marché immobilier s'est fait déboîter. Et donc, accrochez-vous bien, faut peut-être même d'ailleurs que je sors les lunettes, mais bon, je peux quand même pas le faire. Les gouvernements des provinces chinoises sont confrontés à un endettement croissant. Je vais quand même mettre les lunettes parce que faut vraiment être sûr des chiffres qu'on dit, parce que là, on n'est pas là pour endettement croissant de 5600 milliards de dollars, l'endettement des gouvernements des provinces. Voilà, donc en termes de stabilité économique, on est pas mal, et vu que c'est la loose, gros plan de relance où on met encore quelques milliards. La Chine est un gros consommateur de quoi? On va regarder notre petit nombril en France. Non, pas de yaourt. Du luxe
Eh oui, ça y est, hein, le luxe est reparti. Hop, on prend 10% dans la journée. Donc, étant vendeur 2/3 d'une exposition swing, je me trompe sur le marché. Mon plan commence à être invalidé. Hein. Si on devait s'installer au-dessus des 7700 points, c'était mort, au moins temporairement. Je coupe 1/3 de ma position. Et oui, même si j'ai profité, et c'est là que le mental rentre un petit peu en jeu, oui, j'ai profité de toute la baisse sur le CAC, vous vous rappelez, entre 8200 et 7003. Et ben aujourd'hui, même si je pourrais me dire oui, mais du coup, j'ai pas mal accumulé, tu peux te permettre de... Oui, effectivement, je pourrais, mais il faut prendre en compte que un plan est indépendant de ce qui s'est passé précédemment. Ça veut dire qu'on peut, oui, à la marge, être un petit peu plus souple sur les appuis, mais pas être complètement acharné. Mon plan, c'était tout simplement de renforcer si on s'installait sous les 7500, ça n'a pas été le cas, et d'alléger au contraire si on s'installait au-dessus des 7700 de ce long range. Donc je coupe 1/3 de position. Concernant l'autre tiers, je verrai la semaine prochaine en fonction des éléments. Est-ce que le marché va réussir à tenir après cette relance chinoise? Est-ce que vraiment le secteur du luxe est reparti ou pas? J'aurai les réponses un petit peu plus tard. Et encore une fois, j'ajuste le curseur de manière progressive et je pense que c'est le meilleur moyen d'adopter finalement un trading et une façon d'investir de manière sereine. Et puis oui, restons là-bas aussi du côté de la Chine, même si on parlait du CAC. Juste à côté, une petite archipel. Preuve que le marché se cherche. Nikkei qui est en train de repartir progressivement, tu te rappelles, avec la fin du carry trade qu'on a eu au mois de juillet. Bam, le marché a perdu 30% en 2 semaines. Derrière, il a essayé de surprendre, ça rebaissé un petit peu, ça se reprend, ça repart. Et ben qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Tout le monde était super confiant pour les élections au Japon. Et a priori, le Premier ministre serait Ishiba. Alors tu vas me dire, c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce que j'en ai à faire pour savoir pourquoi le Nikkei s'est fait déboîter de 5% un matin? Très bonne question. Eh bien Ishiba, lui, il est plutôt favorable à augmenter les taux de manière progressive, ce qui inquiète du coup les Japonais, mais surtout l'économie japonaise, contrairement à son concurrent, où on s'est dit oui, mais c'est sûr, il va passer et tout, Takaichi. Donc voilà pourquoi finalement tout va bien pendant plusieurs jours, et un matin, en même pas 2 heures, le Nikkei se fait déboîter de 5%. Ça monte quand même globalement. On regarde le CAC, on regarde le Nikkei, ça montre quand même globalement que tout le monde est un petit peu tendu, que ce soit d'ailleurs de manière positive ou négative. Le marché est vraiment très erratique et c'est vraiment la définition même, c'est-à-dire il suffit d'une news pour tout faire péter dans un sens ou dans l'autre. Manque de visibilité donc d'un point de vue économique, politique, ça on va pas en parler, géopolitique alors là. Et puis tout ça, on a au milieu les banques centrales qui soutiennent tout ce bazar, mais pour le moment tout va bien. Et puis oui, je rappelle aussi au passage que les indices, puisque là on parle de la classe d'actifs des indices, sont composés d'actions. Et cette semaine, on a eu un truc. Ça, c'est simplement pour anticiper parce que bientôt, on va avoir les publications de résultats d'entreprise pour le 3e trimestre aux États-Unis qui vont arriver. On a eu cette semaine, par exemple, Amgen, l'un des premiers, si ce n'est le plus gros groupe mondial de biotech au monde, qui fait des études sur 2 médicaments et, a priori, les tests sont pas très bons. Donc, du coup, ça relance la concurrence et tout ça. Et l'action Amgen, qui est grosse, boîte, plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, elle a perdu 5%. Et vu que ça représente une grosse pondération de l'indice Dow Jones, grosso modo autour de 5% de sa pondération, forcément, le Dow Jones en pâtit. Alors que d'un autre côté, on a qui? On a Nvidia, elle qui donne le là, qui donne la météo, qui donne la direction des indices SP500 et Nasdaq. Donc tant que Nvidia tient, SP500, Nasdaq, tout va bien. Et dès qu'elle tousse un petit peu, ça commence à devenir panique générale. Donc tout ça pour dire que il faut être vigilant déjà sur le contexte dans la zone géographique en elle-même qui peut être complètement décorrélé de tout ce qui se passe dans le reste du monde. Et en plus de ça, au sein même des indices, des actions et encore plus ces prochaines semaines qui peuvent entraîner encore une décorrélation un petit peu plus importante entre les indices. Donc c'est pour ça déjà il faut avoir cette vision plutôt à 360, ça c'est quand même important, rester focalisé sur son actif, sa zone géographique, être vraiment au courant, surtout en termes de gestion en fait globale de portefeuille, être souple sur sa gestion, sur les sorties, sur les entrées, sur l'ajustement du curseur et le faire de manière progressive et pas prendre des décisions en disant ah ça y est ça peut être un niveau, ça va là-haut c'est sûr. Et puis finalement, le lendemain, on se retrouve avec un -5 ou un +3 à l'inverse. Donc ça promet, semaine prochaine, on a quand même du gros qui arrive. Alors, on a l'inflation en zone euro. Disons que c'est une stat importante, mais pas non plus, voilà. Mais surtout, l'emploi mensuel aux États-Unis, c'est ce qui pose problème depuis cet été aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la Fed a fait une double baisse des taux. Et je rappelle que les marchés anticipent toujours 5 baisses des taux d'ici la fin de l'année. Donc vu qu'il y en a déjà eu 2,
d'après mes calculs, il en reste 3. Donc ça, l'emploi mensuel aux États-Unis, ça sera vendredi et on aura une mise en bouche la veille avec l'ADP. Donc est-ce qu'on continue encore sur 3 nouvelles baisses des taux de la Fed d'ici la fin de l'année ou pas? Est-ce qu'il y a hard landing ou pas? Parce que je rappelle que le hard landing, c'était ce qui avait fait paniquer et perdre 10% sur le SP500 cet été. Là, visiblement, on a tout oublié. Donc voilà, il faut vraiment s'habituer à ce type de contexte dans ce marché qui se cherche. D'ailleurs, tiens, en parlant de taux, on a l'euro-dollar donc qui est toujours là-haut entre 1,11 et 1,12. Et d'ailleurs, depuis la Fed, c'est hallucinant. C'est la girouette, mais absolue. Un jour, c'est complètement vert. Tu as l'impression que tout va exploser. Le lendemain, tout s'effondre, ça repart. Ça part vraiment, ça fait vraiment le yo-yo quoi. Donc je suis toujours 2 tiers vendeur, c'est une grosse zone mensuelle. Je l'avais déjà travaillé il y a quasiment un an maintenant puisque c'était Noël 2023. Ça a très bien marché puisqu'on était retombé de 1,11, 1,12 à 1,06. Voilà, pour le moment j'ai ni raison ni tort. Souple sur mes décisions. Mais par contre, si on s'installe sous les 1,11, 20, 1,11, je réfléchirai à augmenter à 100% mon exposition. Et au-dessus des 1,12, je réduirai mon exposition puisque le marché me montrera que j'ai tort, au moins temporairement. Toujours une pression haussière sur le gold, donc aidé par toutes ces incertitudes qu'il y a partout, même si les marchés tiennent très très bien dans leur globalité. Puis le dollar américain qui reste toujours très faible. Rodolphe vous en a parlé d'ailleurs dimanche dernier dans le débrief. Et puis c'est vrai que dans ce type de marché qui peut paraître peu intéressant, erratique, voire même en intraday, ça peut être très compliqué parce que des fois ça bouge quasiment pas. Et on peut se dire que l'intraday, finalement, c'est faire un petit peu de bricolage en attendant qu'il y ait vraiment des gros mouvements qui se dessinent sur les marchés tradis par rapport au niveau actuel. On a vu qu'il peut se passer quand même des choses, mais surtout si on rentre un petit peu plus dans le détail, donc dans les actions, ce qu'on peut appeler aussi du stock picking, et là-dedans, il se passe des choses intéressantes. On l'a vu par exemple avec le secteur du luxe. Il y a des petites, alors je ne vais pas dire forcément pépites, mais il y a quand même des petites opportunités, voire des grosses opportunités qui se dessinaient. C'est peut-être à ce moment-là justement quand le marché est en train de se chercher, plutôt que de s'enquiquiner à faire de l'intraday pour pas gagner grand-chose, pour reperdre un petit peu, regagner un petit peu. Rodolphe vous explique tout ça tout de suite. Salut tout le monde, salut Xav, salut FT, et j'espère que vous passez toutes et tous un excellent week-end, un très bon dimanche matin. On va faire un petit point action ce matin, on va dire où j'estime que je vois actuellement le mieux là où l'action se passe, d'accord? Il faut le dire, les indices, c'est plutôt galère pour moi en 2024, aucun mal à le dire et à le reconnaître. Les actions, en revanche, on a fait de très très belles choses également cette semaine, notamment sur Zalando. Alors, petit point action, rapidement. On va déjà... Alors, vous le savez, actuellement, je divise des actions en plusieurs catégories. Donc, il y a les monstres d'investissement qui sont, qui font que monter, sur lesquels j'estime pour ma part, personnellement, Rodolphe, que les niveaux de valorisation sont trop élevés par rapport à tout l'environnement géopolitique, mais surtout l'environnement économique de la dette, de l'inflation qui est encore un peu présente. On va dire de la croissance quand même pas si forte que ça. Et pour ma part, elles sont sur des multiples de valorisation que je n'ai pas envie d'acheter et sur lesquelles je ne mets pas mon cash actuellement. Alors, c'est toutes les stars de la cote comme Ferrari, regardez-moi ça, incroyable. C'est magnifique, par contre, je ne dis pas que graphiquement, c'est pas magnifique, je dis simplement que c'est sur des niveaux où personnellement je ne vais pas investir parce que je sais qu'à un moment ou à un autre, j'aurai à nouveau, notamment proche, comme à chaque fois, des MM50 mensuels, des niveaux pour investir. Alors oui, ça peut être Race, ça peut être même Air Liquide sur Euronext, ça peut être, regardez ça, une compagnie, ça peut être Apple, Google, bon bref. Voilà, c'est là pour l'instant, je les mets de côté. Ça ne veut pas dire que je les regarde pas, au contraire. C'est certainement celles sur lesquelles j'ai le plus d'alertes, mais il me les faudra bien plus bas pour investir du cash dessus. Alors, cette semaine, je reviens sur lesquelles on est venu un peu, sur les actions sur lesquelles je me suis réinvesti récemment. Donc, il y a par exemple AMG, d'accord? Donc, AMG, action très volatile, qui était près des 50, et qui est redescendu tout en bas, vous voyez, sur son énorme niveau mensuel. Donc là, à chaque coup, j'ai acheté grosso modo des niveaux techniques, d'accord? J'ai pas trop acheté des orientations, qu'elles soient fortement haussières ou baissières. J'ai plutôt acheté des niveaux techniques mensuels. Donc là, vous voyez, sur AMG, énorme niveau technique. Et vous voyez que sur AMG, on a quand même fait une très belle bougie de retournement mensuel, d'accord? Donc, c'est quand même un niveau technique qui reste, alors on peut très bien retomber sur 16, 15, mais qui reste à acheter pour rejoindre au moins les 20, 25, 30, d'accord, sur AMG, vous voyez, avec une MM50 totalement plate,
donc la mise en place d'un range. Ce qui m'intéresse notamment chez AMG, c'est son dernier communiqué qui m'avait plu, avec des carnets de commandes toujours bien remplis. Alors, il y a eu des rumeurs et tout qui ont fait qu'elle a fortement baissé, mais ça reste une valeur, pour ma part, sur laquelle j'investis quand j'ai des énormes replis comme ça. Vous voyez, vous pouvez aller sur IVT, là, il y a Zalando, vous voyez, Zalando, j'étais re-rentré. Mais si vous tapez AMG, alors c'est une action que j'avais beaucoup travaillé, donc j'étais rentré plus haut, re-rentré, ressorti, re-rentré un peu mal également. Mais si on la trouve, voilà, vous voyez, j'ai refait une entrée sur AMG à 14.1. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai? ASML. Donc ASML comme LVMH, ça fait partie pour moi des stars un peu de la cote, le rouleau compresseur ASML et le rouleau compresseur LVMH, d'accord. Alors celle-là, c'est un peu comme des races et des AI, sauf qu'elles nous ont offert des points d'entrée un peu plus intéressants. Donc vous voyez qu'ASML, elle est revenue sur, en grosso modo, son ancien double top mensuel, proche de sa MM20 mensuelle, et donc désormais sous les 700. Alors le mieux c'est sous les 600, mais sous les 700, c'est une valeur qui m'intéresse et sur laquelle on peut réfléchir à rentrer, d'accord. Et également, donc LVMH, vous voyez, à chaque coup, c'est à proximité, c'était même 50 mensuel et c'est sur l'ancienne zone technique, l'ancienne grosse zone de support. Alors, le support, il commençait sous les 600, c'est pour ça que j'avais pas pris une grosse ligne sous les 600. Mais vous voyez que entre commencer, par exemple, de l'investissement sur une valeur comme elle à 900, c'est comme si un peu je commençais sur Ferrari au proche des 500, d'accord. Vous voyez clairement, alors je vais essayer de faire assez vite parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle, je regarde en même temps, et bien évidemment, je ne peux pas vous faire durer ce débrief hebdo éternellement, je pourrais en parler des heures de tout ce cas. Donc ASML et MC, LVMH, vous voyez que celui qui rentrait à 800-900, c'est impossible. Par contre, celui qui rentrait sur le gros niveau technique à partir des 600 jusqu'à... Alors, elle peut, le gros niveau technique, il y en a un autre ici vers les 400. Bref, c'est une zone d'entrée pour LVMH. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sartorius, DIM. Alors là, DIM, c'était une des stars qu'on a travaillé sur IVT. On était rentré à 7, sorti à 130. On est mal sorti, on est sorti beaucoup trop tôt sur DIM. Elle est montée jusqu'à 520. Donc vous voyez, vous me dites à chaque coup, ouais, mais ça ne retrace jamais tout. Il y a forcément, à un moment ou un autre, une action retrace, un indice retrace et vous donne des entrées, des niveaux d'entrée en termes de valo, en termes de technique, de stratégie clinique, d'objectifs nettement plus intéressants. Et vous voyez que DIM, voilà, quand elle était à 500, sur IVT, j'avais dit, si un jour elle revient sur le gros niveau des 150, alors vous pourrez, et on pourrait y retourner les yeux fermés. Chose qu'on a fait, notamment par l'intermédiaire de Charles sur DIM. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je continue rapidement pour vous faire un petit point de ce qu'on a fait sur les actions. Alors Renault, c'est une action dont les derniers communiqués par rapport aux fondamentaux financiers, par rapport aux perspectives de croissance, par rapport à son orientation, ces secteurs géographiques qu'elle touche, qui m'intéressent toujours. D'accord. Alors il y a eu des avertissements de BM, de Mercedes, puis après il y a Volkswagen qui est un peu rassuré aussi. Donc voilà. J'aime pas trop que les bébés mensuels se soient fermés, mais vous voyez qu'il y avait un gros niveau technique sur Renault qu'on n'arrivait pas à passer, qu'on a franchi ici, pullback dessus sur Renault. Voilà, toujours la zone des 35-40. À mon avis, sur Renault, on peut viser à minima à nouveau les 48. Et puis après, emballement, à nouveau, les 60, voire bien plus haut. On continue. Seb, alors ça c'est... Voilà. Seb et Trigano, c'est deux de mes valeurs préférées sur la cote parce que je connais particulièrement bien les fondamentaux financiers derrière qui sont très positifs. La croissance est toujours là. Les carnets de commandes sont toujours bien remplis. Si vous regardez l'ensemble du compte de résultat, de l'EBITDA au chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires à l'EBITDA au résultat net, tout va bien. Et donc en fait SK, donc vous voyez que à chaque coup qu'elle revient sur son fameux niveau technique et en plus accompagné ici des bandes de Bollinger, là je suis en mensuel à chaque coup, hein, qui se sont fermées, et ben à chaque coup SK c'est des niveaux d'entrée optimales. Et par exemple également Trigano que j'adore,
Trigano, voilà, Trigano, c'est une de mes valeurs préférées. À chaque coup, vous l'avez vu, la demande pour les camping-cars, mais également pour plein d'autres choses concernant cette valeur, allez voir. Et donc là, on avait beaucoup d'ordres conditionnels d'achat placés sous les 100 sur cette énorme zone technique et avec une MM50 qui restait haussière. C'est pas qu'il n'y avait aucun risque, mais en tout cas, elle m'intéressait très fortement et elle a repris 20% ou 25% en quelques jours. Et en plus, elle était, si vous le tracez, sur une énorme oblique haussière mensuelle. Donc là, vous aviez vraiment, et c'est toujours aussi ça qui est intéressant, plus vous trouvez de convergence technique de niveau de prix, et plus c'est intéressant. Et là, donc, je ne vais pas vous la tracer, mais si vous le voyez ici, vous aviez une oblique mensuelle haussière. Alors, je pourrais la tracer, mais voilà, c'est pas forcément le temps, sinon je vous prends trop de temps. Mais donc, ouais, voilà. Il y avait une superbe oblique mensuelle. Donc, on avait la convergence d'une superbe oblique mensuelle, des bandes de Bollinger mensuelles complètement fermées, d'un niveau technique horizontal qui correspond à l'ancien, à tout ce niveau technique-là, vous voyez, les plus bas là, mais aussi tous ces plus hauts-là, d'accord? Et en plus, un niveau de valorisation qui redevenait intéressant puisqu'on venait de reperdre 65% sur la valeur. Donc ça, techniquement, et en termes de convergence de niveau, de prix, de technique et de fondamental, pour moi, c'était vraiment le top du top Trigano. Voilà, et on va terminer rapidement, puisque j'atteindrai les 10 minutes au lieu des 5 minutes. C'est dur de faire tout ça en 5 minutes. Des gens ont dit c'est compliqué, je parle à fond. Zalando. Donc Zalando, Zalando, c'est simplement, donc comme je vous le dis souvent, j'essaye de trouver des valeurs où il y avait une hype avant, qui sont fortement retombées. En ce moment, c'est un peu plus ça que je cherche, un peu comme AMG, d'accord? Et donc, forte hype avant, forte retombée comme DIM, d'accord? Retour sur gros niveau technique mensuel, les bandes de Bollinger mensuelles qui se ferment complètement, ce qui me montre que sur ce niveau, il y a quand même une présence acheteuse qui fait que les bébés mensuels techniquement, puisque en fait les indicateurs ils représentent simplement une évolution du prix dans le temps. Je vous rappelle que tous vos indicateurs, les miens les premiers, c'est tout bidon. Les indicateurs sont fabriqués à partir des prix, uniquement de l'action des prix, et donc en fait ça vous permet simplement de matérialiser graphiquement une manière plus simple de visualiser les prix à un instant T. Donc là on voit que cette fermeture montre qu'il y a une forte présence des acheteurs sur ce niveau de prix des 20, un gros niveau technique, et en plus, je ne sais pas si vous l'avez vu, un secteur qui revient un peu sur le devant de la scène, c'est-à-dire qu'on rentre dans un secteur qui a été délaissé longtemps par les investisseurs, mais qui à un instant T revient un peu sur le devant de la scène avec des valeurs comme Zalando, comme HelloFresh, etc. Et donc, il y avait vraiment un gros point d'achat. Elle a fait 50% de hausse, elle revient sur son premier niveau technique des 30, elle peut corriger un peu, mais je pense que sur Zalando, on peut viser les 35, 40, voire même ce pic-là autour des 50. Voilà ce que je voulais vous dire sur les actions. Si on va terminer aussi, parce que là, on a fait à la fois le roulement de secteur, comme on vient de faire sur Zalando, on a fait à la fois les valeurs qui avaient une forte hype avant et qui retombent sur des niveaux techniques et de valorisation vraiment intéressantes. On a fait aussi les valeurs comme les stars du moment, mais comme LVMH, ASML, où là, il y avait une hype, mais surtout ASML, par exemple, c'est une star technique du moment, et donc là, elle est revenue sur un point assez intéressant. Mais aussi, pour terminer aussi, on va regarder rapidement ensemble Nvidia, qui est vraiment la hype du moment, d'accord? Pour ma part, il me reste toujours un solde de 30% de bien plus bas d'Nvidia. Alors, là, elle est en train de latéraliser en haut. Elle fait une sorte de rectangle technique tout en haut entre les 100 et les 130. Donc, plus elle se rapproche à niveau des 100, et plus c'est intéressant de rentrer dessus. Parce que derrière, quand on fait une latéralisation technique graphique comme ça, point haut, après une telle tendance, elle peut très bien aller faire encore des plus hauts sur 150, 160. Mais pas facile de rentrer. De toute façon, il ne faut pas rentrer sur ces niveaux. Le ratio risque il est trop mauvais, quoi. Il faut rentrer plus proche des 90-100. Mais si on se met en hebdo, voilà, en hebdo, on voit que les bébés se ferment et on voit qu'on a le soutien de la MM20 hebdomadaire qui est en train de remonter. Donc voilà, quand je vois ça, je me dis que sur Nvidia, il ne faut pas acheter les 120-130, mais à chaque coup qu'on revient proche
des 105, 195, il faut continuer d'acheter Nvidia, qui est toujours la hype du moment, et donc qui, à un instant T... Alors, si vous avez la chance d'avoir un trou d'air sur la MM20 mensuelle, proche des 70, 75, ça serait top, mais pour l'instant, pas de défaillance technique dessus. Voilà, et pour toutes les valeurs à fort potentiel, les valeurs stars d'investissement américaines, où tout le monde est, qui font que monter comme Race, voilà, vous voyez que nous, Race, on était rentré ici proche. Grosso modo, si vous regardez à chaque coup sur les valeurs vraiment clés, les valeurs où il y a tout dessus, je rentre et j'essaye de rentrer toujours à proximité des MM 50 mensuels. Et même si, regardez, Air Liquide, bon, il n'y a qu'une qui ne m'a jamais donné, c'est Elite Linian Company. Mais dans tous les cas, ce que je vous demande, c'est sur ces valeurs d'investissement les plus fortes, d'avoir tout le temps de la persévérance, de la discipline, de la patience. Parce qu'il y a un moment ou un autre, elle vous donne ces fameuses MM50 mensuelles. Voilà, je terminerai comme d'habitude sur mon dicton, persévérance, discipline, patience. Je l'ai tous les matins ouvert parce que ça me motive. Souvent, vous ne le voyez pas, mais le débrief hebdo, c'est un énorme travail en amont de Xav, de son frère. J'essaye de participer quand je peux. Vous voyez là, pour tout vous dire, hein, il est 5 h du matin et on est samedi matin. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une excellente fin de week-end. Merci beaucoup, en espérant bien évidemment à chaque coup vous apporter des petits tips ou des petits trucs qui vous font un peu réfléchir et qui vous montrent que notamment pour investir, il faut avant tout trader pour mieux investir et donc attendre les bonnes zones de convergence de prix, comme on vient de voir par exemple sur Trigano, pour investir au mieux. Et à chaque coup, on dit qu'on ne les donne pas. Et pourtant, là, elle est à 165. On a pu rentrer sous les 100 de manière sereine. Ciao, ciao. Merci, je vous embrasse. Et pour terminer sur la classe d'actifs crypto, toujours enthousiaste. Je ne change absolument pas de fusil d'épaule. Et encore moins maintenant. Parce que oui, on est en train potentiellement de sortir par le haut de cette longue phase baissière qu'on connaît depuis le mois d'avril. Une tendance secondaire baissière avec, on l'a vu, hein, une tendance long terme qui reste toujours positive. Même quand on était en bas il y a un mois. Ce qui alimente donc l'espoir, pourquoi pas d'ici la fin de l'année, c'est impossible de revoir les records historiques, les ATH sur Bitcoin, pas l'exclure. L'Ether a plus de mal, je vous en ai déjà parlé, mais ça va. Tant qu'on tient les 2200 $, ça va, c'est pas le plus fort, hein, c'est bien clair. Et puis oui, les altcoins se réveillent un peu. Je continue donc activement en gestion active, hein, lorsqu'on décompose son portefeuille, poche long terme, poche gestion active, voilà, toujours pareil, on a juste le curseur. Dans cette gestion active, je continue de travailler à l'achat en bas, alléger un petit peu en haut et le cash récupéré avec ces travails de position, quand bien même on était dans un marché mollasson depuis des mois, et bien ça permet de pouvoir garder la main sur ton trading et donc pouvoir réinvestir sur les cryptos qui repartent le plus vite. Je vous en ai partagé deux il y a quelques jours. Link, Rune, ça se passe bien. Elle rattrape un petit peu leur retard et ça permet d'accumuler encore un petit peu de performance, de se replacer et de continuer à rester éveillé. Et tout le travail finalement qu'on a fait ces derniers mois nous permet aujourd'hui d'être encore actif et de tenir le rythme et d'éviter ce qu'on appelle le mode FOMO, c'est-à-dire en fait rentrer un petit peu tout et n'importe quoi et se dire bon on verra plus tard, j'espère que vu que tout le monde a dit que maintenant qu'on était là-haut, on va faire des ATH et on va tout péter, c'est le moment de s'y remettre. Donc je vous invite pour avoir plus de détails concernant le marché crypto, j'ai fait un débrief crypto il y a quoi, c'est combien de jours là, il y a 3-4 jours. Je vous dis tout en détail dans cette vidéo, j'ai pas changé d'avis, j'ai pas changé de fusil d'épaule, je vous donne 2-3 petites peut-être astuces entre guillemets pour essayer justement d'accompagner ce mouvement-là. Les trucs à suivre, je vous mets également le lien dans la description. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, c'est important pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui arrivent entre deux débriefs. Merci à tous encore une fois d'être toujours aussi nombreux. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine. On se retrouve demain matin dans le Morning Mood, demain matin sur IVT, mardi soir en live sur Twitch. On ne se quitte plus. Très bon dimanche à vous. Ciao!